Ça, c'est pour le gabarit. Donc, tirant d'air, c'est la hauteur libre sous le tablier, comme j'ai dit. Le gabarit, c'est l'espace libre nécessaire au passage sous ou sur l'ouvrage pour une route, pour une ligne ferroviaire. Alors, l'ouverture, c'est ça. L'ouverture, c'est quoi? L'ouverture. Entre les lignes, c'est ça. L'ouverture, c'est ça. Entre deux piles ou bien deux culées et une pile, donc c'est une ouverture libre. Alors, la travée, comme j'ai dit, c'est la partie où on a une portée, une seule portée. L'ouverture, c'est entre pile et ici, c'est une ouverture. Entre cette pile et cette pile, c'est une ouverture. Entre cette pile et cette culée, c'est une ouverture. Ouverture libre. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle, c'est la pile ou bien la culée. Donc, libre, c'est ouverture libre. Bon, ici, donc, on peut classer notre pont avec plusieurs critères. Ici, j'ai énuméré tous les critères possibles. Donc, on peut le classer suivant son matériau, sa structure, son mode de construction, sa fonction, le type des travées, est-ce qu'ils sont indépendants ou bien continus, la nature des appuis ou bien des appareils d'appui. On va voir c'est quoi un appareil d'appui, l'importance de l'ouvrage, est-ce qu'il est courant ou bien non courant. Donc, on va consacrer cette petite présentation par rapport aux matériaux, c'est quoi les matériaux possibles pour construire un pont et les structures possibles et les modes de construction et la fonction. On va commencer par les matériaux. Donc, les matériaux, c'est quoi? Donc, le matériau le plus ancien, c'est le bois. Le bois, il est utilisé ici pour des chariots ou bien pour des pour petites portées. Alors, bon, il y a les ponts en maçonnerie. Les ponts en maçonnerie, justement, ils étaient utilisés fréquemment dans les siècles de moyen siècle, c'est-à-dire les années 1500-1600. Comment? Non, il n'y a pas d'acier. Il y a seulement la maçonnerie, c'est des pierres taillées, on va la voir par la suite. C'est des pierres taillées et ils sont disposés de telle façon à travailler en compression, seulement en compression, parce que la maçonnerie travaille seulement en compression, elle ne travaille pas en traction. On va la voir par la suite. Et pour les ponts en béton, ça le matériau le plus utilisé par excellence, c'est que ce soit en béton armé ou bien en béton précontraint. Les ponts en acier, pardon, on a excellé dans les ponts en acier, notamment dans le siècle 1800-1700 avec l'évolution industrielle. Les ponts mixtes, on a mixé un petit peu tout ce qui est béton, tout ce qui est acier pour former un matériau qui est mixte, notamment pour les ponts mixtes, ou poutres mixtes ou bien le caisson mixte. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le pont en bois. Vous voyez ici des images très anciennes où on a utilisé les bonnes caractéristiques en compression du bois. Et justement, il est très résistant dans les zones montagneuses par rapport à l'effet de gel. Maintenant, dans les pays qui sont très très froids, on utilise le bois parce qu'il a cette résistance, il a ces caractéristiques mécaniques qui protègent contre l'effet de gel et des gels. Que malheureusement, au Maroc, on utilise peu. On l'utilise, mais on l'utilise. L'effet de gel et des gels. L'effet de gel, c'est le gel, c'est la glace, la grêle. C'est l'effet de grêle ou bien de gel. Donc, le gel et le dégel, c'est un effet dimensionnement dans les pays froids. Au Maroc, généralement, il n'y a pas cet effet. Mais dans les pays, notamment au Canada ou bien l'Allemagne ou bien les pays froids, les pays scandinaves, c'est un effet dimensionnel, l'effet de gel et de dégel. On utilise au Maroc le bois, mais dans des charpentes bois pour le lamellé collé. Le lamellé collé, c'est un procédé d'utilisation du bois. Donc, on a fait des charpentes de grande portée, mais avec du lamellé collé, c'est-à-dire extraire les caractéristiques, les bonnes caractéristiques du bois. C'est pas le bois brut. Donc, les ponts en maçonnerie. Donc, ici, vous voyez un pont en maçonnerie. Donc, au Maroc, on a utilisé ces ponts en maçonnerie. Ça, c'est un très bon pont, pont Tinsift Marrakech, le Loued Tinsift. Alors, à la partie aval, il y a un pont ferroviaire qui est en maçonnerie et qui est fait dans la période de protectorat, les 1928. Ici, c'est un pont sous fesse. Donc,
en amont du Oued Sbou, il y a un pont ferroviaire métallique qui sert à desservir la zone Fès Oujda. Donc, c'est des très bons ponts, mais malheureusement, on ne l'utilise pas par manque de matériaux, par manque de compétences, parce que maintenant, ça relève de l'artisanat, ça. On l'utilise parfois pour des portails. Portails, vous voyez dans les médinas classiques ou bien les portails en maçonnerie. C'est quoi bon, on va la voir par la suite. C'est quoi un pont en maçonnerie? Les ponts en béton, c'est quoi un béton? Un béton, c'est un mélange de ciment, du sable, de l'eau. Le mélanger dans une benne ou bien dans une centrale en béton pour former le béton. Alors, les caractéristiques du béton, vous les savez très bien. Donc, il travaille très, très bien en compression. Il travaille mal à la traction. Donc, pour les parties en traction, on va ajouter un matériau qui va travailler en traction. C'est l'armature ou bien l'acier ou bien la précontrainte pour vaincre les tractions. Alors, vous voyez ici une poutre bien appuyée, isostatique. Donc, le diagramme du moment, c'est quoi? C'est OK. Alors, ça, mais c'est intéressant toujours de faire la liaison entre vos cours de RDM. Donc, alors ça, c'est une poutre bien appuyée, donc avec P, P, P. Si je vous demande c'est quoi le moment fléchissant, alors le moment fléchissant, c'est quoi? C'est ça, exactement. Donc ici, on a un N, donc ici, c'est PL carré sur 8. Alors, c'est quoi la signification si je fais une coupe ici et c'est une section rectangulaire, ça c'est la section rectangulaire. Après déformation, il va devenir comme ça. Alors ici, c'est des tractions et ça, c'est des compressions. Ici. Donc ça, c'est une coupe ici. Coupe A1. A. Alors les tractions, donc le béton ne travaille pas en traction, donc il faut mettre des armatures. Alors les armatures, c'est quoi? C'est des armatures comme ça. Comme ça. Alors, les épures d'arrêt des barres, donc il faut arrêter les barres dans les zones où on a la traction. Donc, on peut arrêter les barres, à mi-travée ou bien en quart de travée, ça dépend du moment. Donc, on va suivre l'allure du bateau. Donc, dans les entendus, c'est ça, dans les entendus ici, on va mettre de l'armature ou bien de la précontrainte. On va voir par la suite c'est quoi la précontrainte et comment on va utiliser l'effet de la compression et de l'effet de l'excentricité. Ah, je sais pas ça. OK. Donc ça, c'est pour une poutre isostatique. La même chose ici, c'est pour une poutre avec une console. La console, il change de moment parce que le moment ici, c'est un moment négatif. Le moment négatif, ça, c'est en haut. Donc, il va faire une traction dans la partie haute et s'annuler ici parce que c'est libre. Donc, il y a une rotation. Donc, on va mettre de l'armature ici et bien sûr l'armature dans la partie inférieure. Donc, c'est à l'ingénieur. Maintenant, Maintenant? Allô? كنسمعوك مسيو. OK. Donc ici, c'est quoi cette parenthèse? La parenthèse, c'est que c'est les notions de base de béton armé, donc utilisables dans les ouvrages. Donc les notions, j'ai pas parlé parce que j'ai parlé la dernière séance. Il y a des prérequis qu'il faut qu'il faut les avoir. Prérequis des matériaux, il faut maîtriser les lois de comportement de chaque matériau. C'est quoi la loi de comportement? C'est bon. La loi de comportement, c'est quoi? Donc les prérequis d'un matériau, d'un béton. Par exemple, si je vous pose la question, c'est quoi alors ça, c'est sigma et ça, c'est epsilon. Pour un acier, c'est quoi? La loi de comportement de l'acier. Un acier FEE 500. La loi de comportement. Exactement. Il va partir ici à partir d'un
Exactement. Donc, il va faire un palier, ce qu'on appelle le palier plastique. Le palier plastique. Et c'est sigma, c'est quoi? Sigma S pour un acier. CES fois sigma. Et ça, c'est ES. Alors, le ES, c'est combien à peu près? C'est 190 000 mégapascales ou bien 200 000 mégapascales. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la loi de comportement. Chaque matériau, il a une loi de comportement. C'est-à-dire, pour le maîtriser, il faut maîtriser la loi de comportement. Il va jusqu'à quelle contrainte de classification il va atteindre. Ici, généralement, c'est 3 pour 1000 avec le raccourcissement unitaire. Donc ça, c'est une loi de comportement pour l'acier. La même chose pour le béton. Vous avez fait dans le béton la même chose. Alors ici, c'est sigma, ici, c'est... Donc vous avez ce qu'on appelle le parabole rectangle. Le parabole rectangle, ça, c'est... Et ça, c'est EB. Et ça, c'est FBU. Et FBU, c'est quoi? 85, FC 28 sur θ fois gamma, B. Donc ça, c'est une loi de comportement. Chaque matériau, l'acier, le bois, l'après-contrainte, il a une loi de comportement qu'il faut la maîtriser. Et cette loi, ou bien ces lois de comportement, il faut les pratiquer pour le béton arme, parce qu'il faut maîtriser l'intron. L'intron, c'est le matériau. L'appliquer pour la RDM, c'est la statique appliquée ou bien la RDM, la résistance des matériaux, puis utiliser pour un matériau. Parce que pour les matériaux jusqu'à la RDM, toutes les justifications sont semblables. Au niveau du choix du matériau, on va différer la justification parce qu'on n'a pas les mêmes matériaux. Le béton, ce n'est pas la même chose que l'acier, ce n'est pas la même chose que la précontainte. Donc, il faut maîtriser ces prérequis de béton armé, de matériaux et bien sûr de MMC ou bien, en général, c'est MMC ou bien la résistance des matériaux. Donc ça, j'ai parlé la dernière fois de ça. Donc, bon, ça, c'est des images pour vous montrer c'est quoi des armatures, des aciers. On peut les... Ça, c'est des cages d'armature pour les pieux, pour les fondations profondes. Ça, c'est des cages d'armature livrées, posées pour des semelles. On peut les livrer brutes, c'est-à-dire avec des longueurs de 12 bars, parce que les armatures de 12 bars, ou bien les façonner pour des cadres, pour des étriers, pour des armatures en L. Bon, ça c'est des applications, ça c'est un pont à poutre, ça c'est un pont dalle. On va les voir par la suite dans les définitions des ponts. Les ponts en béton, on a excellé dans les ponts en béton. Il y a les ponts par excellence, c'est le pont à poutre ou bien le pont dalle au Maroc. Ici, dans la période de prétectoire, on a fait des charpentes en béton. On ne le fait plus, malheureusement. Le pont en béton précontraint, c'est la même chose. Pour vaincre la traction, on va ajouter une compression supplémentaire. C'est quoi une compression supplémentaire? À travers le procédé de précontrainte. Le procédé de précontrainte, il y a deux procédés majeurs. Il y a le premier procédé, c'est la post-tension ou bien la prétension. C'est quoi la différence? C'est le moment de la mise en tension des câbles en comparaison avec le coulage de béton. Si on va tendre les armatures de précontrainte avant le coulage du béton, on va parler de prétention, c'est-à-dire il va précéder le coulage du béton. Si on va tendre les armatures de précontrainte après le coulage du béton, on va parler de la post-tension. Alors la prétension, il est utilisé fréquemment dans le domaine de bâtiments, notamment pour les poutrelles. Pour les poutrelles, le poutrelle c'est prétention. Les poutres c'est la prétention. Il y a plusieurs fournisseurs, donc c'est un procédé dans l'usine. Donc on va faire un procédé d'usine. Alors pour les ponts, généralement on utilise la post-tension, c'est-à-dire on va couler et après tendre ou bien faire de la tension. Alors, je vais expliquer comment le principe de l'action et de réaction. Alors, si
Alors, si je vous pose la question, j'ai une poutre ici. Donc, ça, c'est votre cours de pré-contrainte. Le principe, donc, si je vais appliquer une force de F ici, je vais tendre l'armature et je vais relâcher et je vais annuler cette force. Alors, le béton, qu'est-ce qu'il a tendance? Alors, le béton, il a tendance à faire quoi? À faire comme ça, à faire... à se comprimer. Parce que par rapport au principe de l'action et réaction, si je fais une traction, mon béton il va réagir par une réaction. La réaction, c'est ça. Donc, il va réagir pour réagir à cette force de précontrainte à travers une précontrainte qui est P ici. Ou bien c'est l'action-réaction. C'est le principe d'action-réaction. Je vais appliquer une force de traction. Le béton, il va répondre à cette sollicitation extérieure par une réaction de compression. Donc, cette compression qu'on a besoin de faire. Alors, le principe de précontrainte, c'est quoi? Alors, vous avez vu dans votre béton armé que plusieurs modes de déformation. Alors, le premier mode de déformation, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle par effort normal, que ça soit effort de compression ou bien de traction. Ici, c'est un effort de compression et ça, c'est un effort de traction. Alors, il va générer quoi? Il va générer une contrainte de traction. La contrainte ici de compression, c'est quoi? Si cette section est S, et ici c'est N, et ici c'est T. N sur S. N sur S. Donc, cette poutre, il va subir une contrainte de compression qui est égale à N sur S. Ça, c'est la compression. C'est le premier mode. C'est la même chose pour un effort normal. La contrainte de traction, c'est quoi? C'est T sur S. Ici, c'est S. Donc, il va avoir une contrainte de compression qui est égale à T sur S. Alors, le deuxième mode, c'est par rapport à un moment. Ça, c'est pour un effort normal. Les sollicitations, c'est quoi? C'est MNT. Donc, ici, le N, c'est l'effort normal. Il peut être soit une compression, soit une traction. Ou bien le moment, il peut être le moment, il va générer quoi? Par exemple, la poutre. La poutre, il va générer un moment, ici. Et la contrainte, il y a la section. Donc, la section, c'est comme ça. Alors, ça, c'est traction et ça, c'est compression. Donc, le moment, il va créer une contrainte de compression ici et une contrainte de traction ici. Alors, la contrainte de compression, c'est quoi? C'est M. Si on a la section, c'est comme ça. Donc, ça, c'est V' et ça, c'est V. Et il a un moment d'inertie qui est égal à E. Contrainte de, pardon, T et C. Bon, merci. Donc, la contrainte de compression, c'est votre cours de RDM, c'est M fois V sur I. Et sigma T, c'est moins MV' sur I. Donc, si on a un effort normal, si on a un moment, toujours il y a une contrainte de compression et une contrainte de traction. La contrainte de compression, c'est un effort normal. C'est un effort positif, c'est-à-dire une compression. Si on a une traction, c'est une contrainte de traction. La même chose pour le moment fléchissant. Il va générer deux contraintes de compression et de traction. Alors, pour la précontrainte, si j'applique une précontrainte, ça dépend. La précontrainte, est-ce qu'il est centré ou bien excentré? S'il est centré, c'est-à-dire dans P, il va générer seulement quoi? Une contrainte de compression qui est égale à P sur S. Alors, si la précontrainte, ça c'est le centre de gravité, CDG, si je vais appliquer P ici avec une excentricité E, bien sûr, il y a le P qui va générer le C, c'est P sur S, mais j'ai généré un moment. J'ai généré un moment qui est égal à M
P fois E. Alors, le P fois E, il va générer sigma C1 et sigma T1. Sigma C1, c'est P fois E. La même chose, c'est M, PE, c'est M, PE sur V, et moins P fois E, I sur V'. Alors, ce supplément de compression, les deux, il va vaincre les tractions qu'on a. C'est le principe, c'est la même chose. On a besoin de la compression, on va l'utiliser soit par la précontrainte centrée ou bien la précontrainte excentrée. Et ça, c'est votre cours de précontrainte. Si vous avez des questions, on va appliquer ça dans des cas concrets. Oui. Ah, les tractions. Pardon. Pour revenir. Alors, ça, ici. Alors, ici, le moment qui va fléchir, ce moment ici, donc il va générer des compressions. Ce moment, il va une parce que le moment, il est comme ça. Donc, si vous fléchissez, donc il va comprimer la partie inférieure. Oui. Donc, le procédé, c'est quoi? Je vais tirer le câble et par réaction, le béton, il va réagir à cette traction à travers une compression. C'est la post-tension, oui. Oui. Exactement, c'est ça. Donc, on va laisser des réservations pour les câbles de précontrainte. Et par la suite, lorsque la résistance nécessaire à mon dimensionnement, c'est-à-dire à la mise en tension, on l'appelle résistance à FCJ à la mise en tension. Donc, parce que lorsque je vais générer une contrainte de compression, le béton doit résister. Parce que j'ai appliqué une force de compression. Donc, le béton, il doit résister à cette compression. Donc, le béton doit avoir l'âge minimum pour résister à ces compressions. Parce que le béton, il a besoin de jours pour avoir sa résistance. On a FC28. FC28, c'est FC28. À 28 jours, c'est. Donc, mais il a une courbe comme ça. Oui, comme ça. La même chose, donc. Si je vais tracer ici, c'est les jours. Et ici, c'est FCJ. Donc, généralement, la tendance, c'est comme ça. À 28 jours, j'ai FC28 ici. Mais lorsque je vais appliquer ma force, le béton doit avoir un minimum de résistance. Le minimum de résistance, généralement, on le fait à 7 jours ou bien à 14 jours. À 7 jours ou bien à 14 jours. Ça dépend du béton. Donc, à 7 jours, je peux tirer les câbles. Avant 7 jours, je ne peux pas tirer les câbles parce que je n'ai pas la résistance suffisante à la compression. Si je tire à 0 jours, c'est-à-dire j'ai coulé et j'ai tiré, est-ce que le béton il a la prise ou bien la résistance suffisante? Parce que j'ai appliqué une force de compression et le béton n'a pas eu sa résistance minimale. Donc ça, généralement, c'est un calcul à faire préliminaire, mais généralement, on le fait à 7 jours ou bien à 14 jours. Parce que le béton, vous avez la formule FCJ, c'est une fonction de J, FC28. Vous avez cette... Non, c'est pas parfait fabriqué. La post-tension, on le coule, on attend l'âge minimum, 7 jours, 14 jours, ça dépend de nos calculs, et on va appliquer la précontrainte. Et on va faire les vérifications, on va la voir dans les applications, une vérification à la mise en tension, une vérification à 28 jours et une vérification en service, c'est-à-dire avec les charges routières. 3 vérifications. Oui. Généralement post-tension. Alors, il y a un procédé pré-tension
peu utilisé ici au Maroc. Il y a deux ponts en prad, on l'appelle des prad, c'est-à-dire en prétention, c'est-à-dire on va faire le procédé en usine et on va les faire déposer. Mais c'est peu utilisé dans les ouvrages d'art au Maroc. Dans les bâtiments, on l'utilise fréquemment, notamment les poutrelles, les poutres, les dalles alvéolées. Les dalles alvéolées, c'est des fils précontraintes. Les poutres de grande portée, c'est des poutres précontraintes. Mais ce n'est pas la post-tension, c'est la prétension. C'est-à-dire, je vais tirer et après couler. Et c'est un autre procédé, justement, parce que dans la précontrainte, votre cours, il y a les pertes de précontrainte. Il y a les pertes instantanées, il y a les pertes différées. Alors, dans l'usine, il y a ce qu'on appelle le système d'étuvage. Le système d'étuvage, c'est-à-dire, on va accélérer la prise de béton parce qu'on ne peut pas attendre 7 jours pour la prise de béton. On va le chauffer. On va le chauffer à travers un système qu'on appelle étuvage. Et ce système d'étuvage, il va accélérer la prise de béton. C'est-à-dire un béton qui a généralement un béton B30 qui a généralement FCJ de 20 mégapascales à 7 jours, avec ce système d'étuvage, on peut avoir à 2 jours ou bien à une journée et demie 20 mégapascales à une journée et demie par rapport à ce système d'étuvage. C'est une accélération de prise. Malheureusement, il faut tenir en compte dans les pertes instantanées parce que lorsqu'on étuve ou bien on fait l'échauffement du béton, on agit sur la loi de comportement parce que le béton, il a son retrait et son fluidage. Le retrait et le fluidage, le retrait c'est quoi? C'est quoi? C'est l'évaporation de l'eau, c'est la minimisation de la quantité de l'eau dans le béton. Alors la loi de comportement du retrait classique, si on l'étuve, donc on a accéléré la dissipation de l'eau. Donc, on a agi sur les pertes instantanées par retrait. Et c'est la même chose pour le fluidage. Le fluidage, c'est quoi? Le fluidage. Oui, déformation de béton, oui. Sous charge constante. C'est-à-dire, j'ai appliqué une force ici. Il a une... le fluidage, parce que ces notions, elles sont très importantes. Le fluidage, c'est quoi? Alors, j'ai une F, un F ici. Donc, ce F, il a un delta L. Ici, c'est L. Et ça, c'est delta L. Ça, c'est delta L. Alors, la déformation instantanée, c'est quoi? C'est delta L sur L. Alors, ça, c'est à l'instant T. J'ai appliqué, j'ai vu ce... Alors, si je laisse ce béton à long terme, et la force est constante. Alors, je vais m'apercevoir que sigma, elle est égale à ce sigma 1 plus quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'est le fluidage. C'est la déformation sous charge constante à long terme. À long terme. Et il y a le coefficient, ce qu'on appelle le coefficient de fluidage. Le coefficient de fluidage, ça dépend. Donc, le BEL, il parle d'un coefficient de fluidage de 2. Phi, elle est égale à 2. Phi est égal à 2. Et il y a dans l'eurocode, c'est une fonction qui dépend de phi R0, R et T. R, c'est le retrait. Donc, généralement, le BEL n'a pas considéré l'effet de retrait, mais l'eurocode, et justement, c'est concret. Et c'est scientifique, donc le retrait est là, ça a une importance dans le fluidage. Donc les pertes de fluidage, par rapport à ce système de tuvage, on agit sur les pertes instantanées et les pertes différées. Donc il faut faire attention pour les pertes. Donc ça, bon, dans le dimensionnement, on va faire le pont par post-tension si on a du temps, on va faire un passage dans la prétention parce que c'est très intéressant et c'est les lois de comportement. Juste la loi de comportement pour comprendre la suite des calculs des pertes instantanées et différentes. Alors, ok, donc comme le béton armé, le béton associé au béton Adam, il différencie de façon fondamentale dans son principe. La précontrainte a pour but de soumettre le béton lors de sa fabrication à des contraintes préalables permanentes de compression, ce qu'on appelle une précontrainte centrée ou bien c'est centré. Donc ici, j'ai
à travers ma précontrainte, j'ai appliqué une force de compression. Donc, cette compression, il va gêner ce qu'on appelle des pressions radiales. Les pressions radiales, c'est P sur R. Le R, c'est le rayon de courbe. Alors, la précontrainte par post-tension, on utilise ce qu'on appelle des câbles de précontrainte. Les câbles de précontrainte, ils sont composés par des torrents. Les torrents, c'est quoi? Les torrents, ce sont un assemblage de fils. Ici, on parle de T15 ou bien de T13. Le T15, c'est quoi un T15? C'est un diamètre de 15 mm. Alors, le diamètre de 15 mm, ça, c'est un T15. C'est 6 fils enroulés dans un fil. C'est un T15. C'est des fers de grande. Alors, comme un acier, c'est FE, c'est 500 mégapascales. Alors, pour la précontrainte, c'est pas 500 mégapascales. Non, non, c'est pas 30 mégapascales. T15. Non, non, Camel T15. Oui, oui. Ah, le coulage. Là, tirage, les fâches coulage. Alors, je vais représenter la loi de comportement d'un acier précontrainte. Alors, la loi de comportement, toujours, il faut mettre à l'esprit, c'est quoi une loi de comportement? Alors, la loi de comportement, c'est quoi? La loi de comportement, c'est toujours, c'est une contrainte F, FP ou bien FE, FP, et ici c'est sigma. Alors, le sigma, c'est le FP, c'est quoi? C'est la même chose. Ici, on va parler de EP, précontrainte. Et il y a deux paliers. Alors, ici, c'est FPEG. FPEG. Ici, c'est FP. Ici, c'est FPRG. C'est quoi FPEG? C'est la contrainte de précontrainte d'élasticité garantie. FPRG, c'est la contrainte de précontrainte de rupture garantie. Donc, le FPRG, généralement, c'est 1860 mégapascales. Alors, 1800 à comparer avec 500 mégapascales. Donc, déjà, c'est un rapport de 4. C'est 4 à peu près. À peu près, c'est 4. Donc, c'est des aciers de grande performance. Alors, le FPEG, généralement, c'est 0. Donc, c'est 1770, je pense, mégapascales. Bien sûr, le sigma P, c'est la même chose. C'est pas 3 pour 1000, mais plus que 3 pour 1000, c'est de l'ordre de 7, je pense, 7 pour 1000. Alors, ça, c'est la loi de comportement de précontrainte. Donc, lorsqu'on a avoir déjà la précontrainte, on ne va pas l'utiliser pour des ouvrages de modeste portée. Donc, c'est des ouvrages de grande importance, à travers des ponts de grande portée de 30 mètres. À partir de 30 mètres, on va faire la précontrainte par porte, parce que déjà, c'est des aciers de résistance mécanique très, très performante. Et bien sûr, c'est cher, et bien sûr, il y a l'exclusivité des fournisseurs, il y a plusieurs paramètres. Et l'acier, on ne l'a pas, malheureusement. On l'importe. Déjà, ce n'est pas notre matière. Non, non, il n'y a pas. On l'apporte. Bien sûr, l'acier, on a un manque d'acier. Comment? Il importe l'acier. Il fait seulement le façonnage. Il importe l'acier. La nuance, il l'importe. La matière première, on ne l'a pas. Et l'acier, il y a plusieurs. Donc, dans la chambre portante, on va la voir. Il y a les nuances, c'est les questions de nuances, et les FE. Et ça dépend du pourcentage du carbone dans le fer. Parce que généralement, pour les questions de soudage et d'assemblage, on va exiger un certain nombre de nuances. On va la voir par la suite. Donc, ça, c'est un torrent. Ça, c'est quoi? C'est la clavette, ce qu'on appelle la clavette de précontrainte. Donc, on va appliquer ça, c'est les dents, ou bien la clavette ici. Ça, on l'appelle l'amorce de précontrainte. Ça, c'est un tracé final de précontrainte. Ça, il va prendre appui sur le vérin. Ça, c'est un vérin.
Donc, le vérin, on va assembler cette clavette ici. On va assembler cette clavette et on va appliquer la force à travers ce vérin. Exactement. La précontrainte à la mise en tension, c'est calculé il est calculé suivant le BPEL ou bien le ROCO. C'est sigma P0. La force de précontrainte qu'il faut appliquer, c'est votre cours, c'est le minimum de 0,8 FPRG et 0,9 FP. C'est à peu près 1488 mégapascales. Alors, si je vais utiliser un T15 S, elle est égale à 150 mm². Généralement, on ne va pas utiliser un seul torrent. Un seul torrent de T15, on va utiliser un câble. Un câble, c'est un ensemble de torrents. Généralement, on va commencer pour les poutres VIPP ou bien les poutres précontraintes, c'est 7 T15. Donc, la force c'est quoi? C'est 7 fois sigma P0 de T15. C'est quoi? Donc, c'est 7 fois 1488. D'accord? Donc, 7 fois 1488, ça, c'est la sigma. Donc, ça, on doit le multiplier par la section. La section, c'est quoi? S, c'est 7 fois 150 mm². Donc, ça, c'est sigma 0, sigma P0. Et ça, c'est S. Donc, la F, c'est sigma P0 fois S. Il faut faire le calcul. Généralement, c'est 268 méganewtons. 268 méganewtons, c'est à peu près 268 tonnes. À peu près. On va faire, ne vous inquiétez pas, on va faire des applications numériques de tout ça. De tout ça dans la précontrainte et dans... Oui. Non, on va le découper, bien sûr. Ça, c'est pour ce qu'on appelle le recul à l'ancrage. Lorsqu'on va appliquer une force, bien sûr, je vais avoir un recul. Par réaction, c'est comme un freinage. Si vous faites une accélération et si vous freinez, vous avez un recul. Le conducteur, il a un recul. C'est la même chose que le béton. Le béton, il a un recul. Et le recul, il va entraîner un allongement ou bien un raccourcissement. Le raccourcissement, on a besoin d'un supplément de précontrainte ou bien d'acier pour vaincre ce raccourcissement. Donc, à 28 jours, on découpe ça. On découpe. C'est des pertes instantanées. C'est des pertes instantanées qui vont se dissiper à 7 jours à 10 jours. Lorsqu'on va dépasser les 10 jours, on peut découper. Je pense que c'est... Comment? La clavette, non. La clavette, non. Non, c'est pas de la clavette, là. Là, c'est pas ça. Je parle de... Parce qu'il y a une morse préfabriquée qui va... Ici, c'est une morse ici. Mais ça, on va la garder, bien sûr. On va la garder. Cette clavette, la morse, on va l'enlever. La morse. La morse, c'est une pièce qui va relier la plaque avec le vérin. Ouais, c'est une liaison. C'est une liaison, ça. Ok. Bon, c'est des applications là fréquentes. Bon. Généralement, on l'utilise pour ce qu'on appelle les voussoirs, les caissons. Donc, la précontrainte, il y a plusieurs précontraintes. Il y a la précontrainte intérieure, il y a la précontrainte extérieure. C'est quoi intérieur, extérieur? C'est par rapport au béton. Si on va injecter les conduites par des bétons, on va l'appeler intérieur. Si on ne va pas injecter ce béton, c'est extérieur. Plusieurs applications et c'est... Bon, depuis 1917, c'est Freycinet qui a découvert ce procédé. On a excellé dans la précontrainte. Et au Maroc, on a fait de beaux ouvrages dans la précontrainte.
notamment ici dans Sidi Maalouf, c'est une précontrainte. C'est pas Sidi Maalouf, pardon, mais Sidi Maalouf, c'est pont mixte. C'est le pont Mohamed Sadis, c'est dans la vallée Oued Bourgreg, dans l'autoroute de contournement Oued Bourgreg. C'est un caisson précontrainte. Bon, plusieurs applications de voussoirs, plusieurs applications du VPP. Ici, c'est un très bon pont de Moulay El Hassan. Pont Moulay El Hassan, c'est un pont à béquille avec de la précontrainte extérieure et intérieure. Ça, c'est un pont VPP classique de 30 mètres, de 35 mètres. On va voir. Intérieur, on va la voir. On va la voir parce que on va la voir. Le pont en acier, les ponts métalliques, ce sont des ouvrages dont le tablier est entièrement métallique. Donc, il y a plusieurs applications. Il y a ce qu'on appelle l'étrier, ou bien un tablier à trier, ou bien ce qu'on appelle la charpente métallique. Donc, on utilise beaucoup les charpentes métalliques pour les passerelles. Donc, vous voyez très bien les charpentes. Donc, récemment, on utilise dans les passerelles le pont mixte de Shari'a al-Quds ou bien Avenue al-Quds. C'est un pont mixte, donc avec de la charpente. Le pont de Sidi Maalouf, à côté de Technopark, c'est un pont aubané avec un caisson mixte. Le caisson, c'est métallique. C'est un procédé PRS, profilé, reconstitué, soudé, donc importé justement de l'Italie. Donc, plusieurs applications. Et le matériau, l'armature ou bien les aciers, ils travaillent très bien en compression et en traction. Donc, il a le double travail. Ici, vous voyez, ici, c'est un caisson avec des bracons, ce qu'on appelle des bracons. Ici, c'est le profilé bipoutre mixte avec PRS. PRS, c'est quoi? C'est profilé reconstitué soudé. C'est pour avoir des sections variables. Alors, pour avoir des sections variables, on ne peut pas avoir des sections variables préfa dans l'usine. Donc, on va les faire comme les armatures. Donc, reconstituer, souder, reconstituer, souder. Ça, les ponts, généralement, ils travaillent en 3 modes. Donc, on a terminé le mode de fonctionnement des matériaux. On a vu le bois, on a vu le béton armé et précontraint, on a vu la maçonnerie et on a vu l'acier. Alors, on peut distinguer les ouvrages d'art en mode de fonctionnement. C'est-à-dire, ils vont travailler soit en flexion, en mode poutre, en flexion. Donc, les poutres, ils vont générer quoi? Ils vont générer des réactions verticale, soit en arc, en voûte, c'est les pierres en maçonnerie. Je n'ai pas expliqué les pierres parce que vous avez demandé ça. Alors généralement, oui, merci. Alors généralement, pour les ponts en maçonnerie, pour expliquer l'effet de voûte, Alors c'est quoi l'effet de voûte? Si on a une poutre, j'ai une soit propre ou bien un remblai. Donc il va travailler en flexion. Alors si le matériau ne travaille pas, ce matériau ne travaille pas en traction, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la ligne médiane. La ligne médiane, c'est la ligne où traverse le centre de gravité. On va changer la ligne médiane pour être courbe, c'est-à-dire comme ça. Qu'est-ce que je vais gagner avec ce mode? Les flexions ici, le poids ici, la conversion en flexion simple, il va se convertir en flexion composée. C'est quoi la flexion composée? C'est la génération d'un effort normal. C'est-à-dire, ce matériau qui, dans ce cas, il travaille seulement en flexion simple, ici, il va travailler en flexion composée parce que, à travers la génération de cette courbure, on a généré un effort normal N. Un effort normal N. Donc, M et N, c'est la flexion composée. Pierre, il y a 3 cas de flexion composée. Il y a la flexion composée, les sections.
on dit une section entièrement comprimée, ou bien partiellement comprimée, ou bien tendue, ou bien totalement tendue. Donc, généralement, c'est partiellement comprimé, ou bien totalement comprimé. Donc, les pierres, la maçonnerie, on va faire quoi? On va tailler les maçonneries comme ça. Donc, et on va faire des pierres comme ça. Et on va, la seule chose qu'il faut veiller à faire, c'est que cette partie des pierres, il doit être perpendiculaire à la circulation. Donc, par exemple ici, on doit disposer une pierre taillée perpendiculairement à ça, pour avoir la compression, toujours pour avoir de la compression. Donc, qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner que j'ai une réaction verticale et j'ai un moment et j'ai un effort. Bon, je vais expliquer. Qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner la réaction ici. La réaction, c'est comme ça. Alors, la réaction comme ça, il va se traduire à travers deux composantes, T et C. Donc, la flexion composée, c'est ça, ou bien en flexion, l'effet de voûte. L'effet de voûte, ça c'est la voûte. L'effet de voûte ou bien l'effet de courbure, il va générer des efforts normaux. Les efforts normaux, généralement de compression, parce qu'on fait les dispositions pour avoir de la compression. Et cette flexion composée, il va générer dans les appuis un effort incliné. Cet effort incliné, il va se transposer en deux, contrainte tangentielle et contrainte normale. D'accord? Donc les ponts, généralement les ponts à béquilles ou bien les ponts à béquilles ou bien les ponts en maçonnerie, on va travailler comme ça. Donc on va faire une inclinaison en voûte pour récupérer cette réaction inclinée pour avoir deux composantes. À béquilles, il y a des passerelles à béquilles dans l'autoroute Jdida Asfi. La poutre, donc, et il y a l'effet de la suspension. C'est quoi l'effet de la suspension? C'est-à-dire en ajoutant de la flexion, on peut vaincre cette flexion à travers la suspente. C'est-à-dire, c'est comme je vais suspendre ou bien je vais supporter à travers des câbles de traction. Ça, c'est des câbles de traction, c'est comme les ponts ovalés. Les obons, c'est comme les obons. Les obons, ce sont des câbles qui vont supporter cette flexion, ou bien dans les câbles suspendus. On va voir par la suite. Ça c'est la flexion. Généralement, on travaille en flexion. C'est le cas des ponts à poutre pendant les ponts caissons. Ici, c'est les ponts voûtes. C'est comme ça, donc les ponts béquilles ou bien les ponts maçonnerie. Et ça, c'est les obons ou bien les suspentes. Les suspentes, c'est des grandes portées. Au Maroc, il n'y a pas un pont suspendu. Il n'y a pas. Il y a les ponts aubanais, il y a deux ponts aubanais. Parce que ça, c'est des ouvrages non courants. C'est des ouvrages de grande portée. Parce que le supplément, on a besoin, parce que la flexion ou bien la flexion composée, on a consommé l'effort donné par la flexion ou bien la flexion composée pour les matériaux, notamment l'acier ou bien le béton. Il faut ajouter un autre paramètre qui est les suspentes ou bien des efforts extérieurs, les obons ou bien les suspentes. Alors ici, c'est par rapport à la portée. Donc, vous voyez ici que ça, c'est les portées en mètres. Les portées en mètres, les ponts en arc ou bien les ponts maçonniques, les 200 mètres longueur totale. Ici, les ponts à poutre ou bien les ponts d'allée ne dépassent pas les 700 mètres. La même chose ici. Les ponts au bon, ça dépasse les 1800 et les ponts suspendus, ça dépend les 2 km, 3 km. Donc. Et ces records, bon, ça c'est les ponts à voûte. Ça, c'est un pont à voûte. Ça, c'est un pont de 300 mètres de portée. Avec, je pense, ça, c'est un pont métallique, je pense. Précontrainte, oui. Ça, c'est un pont
caisson non, caisson métallique. C'est ça, parce que j'ai vu le PRS, donc ça c'est parce qu'il y a un vide ici. Lorsque vous voyez ici le vide, c'est un pont. PRS, c'est profilé, reconstitué, soudé. Donc un pont caisson métallique, ici c'est un pont en charpente métallique en treillis avec tablier inférieur ici. Les records, ils sont tous vaincus par les Chinois récemment, donc parce que cette présentation est ancienne, donc les records, il faut actualiser. Je dois actualiser les records. Les records ne sont plus d'actualité. Ici, c'est un pont en de 1100 mètres, avec les obans, ça ce qu'on appelle, et ça ce qu'on appelle un pylône. C'est comme si c'est un pylône. Alors, votre camarade, la dernière fois, il m'a posé une question pourquoi il y a un décalage entre l'appareil d'appui et l'appui. Je ne sais pas c'est qui, mais je peux le répondre parce que on a assuré la maîtrise d'œuvre dans Sidi Marouf, donc le dossier je l'ai. Donc si la personne, oui, oui, on peut travailler seulement la travée centrale parce que c'est fastidieux, on peut travailler ça. On peut travailler ça. Alors ça, c'est les pions suspendus, j'ai jamais vu ça, donc j'ai jamais travaillé ça, donc ça, c'est hors Maroc. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on peut différencier les ponts suivant son matériau, son mode de fonctionnement, en flexion composée, c'est-à-dire en voûte ou bien suspendu. On peut les différencier en mode de construction. C'est quoi le mode de construction qu'on utilise? C'est les constructions sur échafaudage, sur cintre, par préfabrication, par stage et lançage, ou bien par encorbellement successif. C'est quoi ça? Alors, si je fais des appuis provisoires et je fais ce qu'on appelle des échafaudages ou bien des cintres, et je vais couler à travers mon camion bétonneur, la béton. Comment? Cintre ou bien échafaudage? Cintre. Un cintre. Un cintre, c'est un échafaudage. Cintrer, c'est faire un échafaudage. Donc le cintre, on va couler le béton sur l'appui provisoire et les échafaudages. Donc on l'appelle ça sur échafaudage, couler sur place ou bien le couler sur place. Et on va enlever les échafaudages ou bien les appuis provisoires. Alors vous voyez ici les applications, ici les échafaudages métalliques, ici c'est courbe, donc des échafaudages courbes ou bien en voûte. Ça c'est pour les portails. On l'a fait récemment dans un portail web Zahir Araba. Ce qu'on dit du bois, les échafaudages. Le bois, c'est des pratiques très anciennes et on le pratique en bâtiment. Généralement, en bâtiment, on fait de l'échafaudage en bois. Mais dans les ouvrages d'art, c'est un échafaudage en métallique. D'accord. Non, le béton, on ne le laisse pas couler entre les échafaudages. Non, bien sûr, non. Il y a ce qu'on appelle l'assise de bétonnage. Il y a cette assise en rouge. D'accord. Alors, construction par préfabrication, c'est quoi préfabrication? C'est une technique qui consiste à préfabriquer le tablier en partie avant, et sur sol avant, sur cette partie ou bien cette partie, et le mettre en son placement définitif. Je vais faire les appuis définitifs. Je vais faire ma poutre ici, ma poutre précontrainte, ou bien poutre béton armé. Je vais l'enlever à travers une grue ou bien une grue. Donc, je vais l'enlever et je vais la déposer. Donc, ça, c'est la préfabrication. La même chose ici. Je vais l'enlever. Donc, il y a les études provisoires que chaque entreprise doit faire pour dimensionner les lingues, ce qu'on appelle les lingues, ou bien les méthodes de levage. Donc, cet angle, il est dimensionné. Parce que c'est des compressions, c'est des tractions, donc la grue n'a pas, et il faut justifier l'inclinaison pour lever cette précontrainte. Et bien sûr, la poutre, il doit être justifié par rapport à cette phase provisoire. Alors ici, c'est la poutre précontrainte. Vous voyez ici vous voyez
les emplacements des câbles de précontrainte. Ici, c'est une entretoise. Ici, une poutre béton armé. L'entretoise, c'est ça. C'est parti. Perpendiculaire au droit de l'appui. Alors, par poussage ou lançage, c'est quoi? On consiste à construire le tablier derrière la culée, les deux culées, et la pousser depuis les culées. C'est-à-dire pousser ou bien les lancer. Donc, comme ça. Comme ça. Cette partie qui aide à faire la trajectoire ou garder l'alignement, elle s'appelle l'avant-bec. L'avant-bec, c'est la partie en avant qui sert à maîtriser l'alignement et les précisions de pose. Ah, bien sûr, il y a des joints. Parce que par rapport à la PRS, on peut pas avoir, il faut avoir des joints de soudure ou bien des joints de. Le caisson métallique, on doit avoir des joints. Ça dépend. Alors, si on a en béton, on va faire les poutres sur appui. Et le joint, il doit être dans l'appui. Et on va appeler, ou bien c'est un joint de dilatation simple, on va poser une dalle de continuité, ou bien un joint chaussé, un joint de chaussée au droit de culée. Donc le joint de chaussée, il sert aux dilatations thermiques. On va la voir par la suite. Ensuite, on va enlever l'avant-bec. Donc ici, c'est par lançage, mais si on est dans un oued ou bien dans un cours d'eau, il se peut que nos appuis définitifs ils seraient insuffisants. On peut projeter des palets provisoires. Comme les palets provisoires, c'est un appui provisoire. C'est un aubanage. Ici, c'est un aubanage. Donc ça, c'est le viaduc de Millau. Le viaduc de Millau, on a combiné les deux solutions, la solution d'aubanage et de caisson métallique. Comment? Viaduc sur oued, généralement sur oued. Viaduc, lorsqu'on dit viaduc sur oued, c'est un cours d'eau. Il s'agit de la construction du tablier sans échafaudage. Donc, en encorbellement successif, c'est quoi? On va construire les appuis et à partir des appuis, on va construire notre tablier en porte-à-faux. En porte-à-faux, c'est-à-dire en console. L'encorbellement successif, c'est-à-dire les consoles successifs, c'est-à-dire les porte-à-faux successifs. On va la voir ici. Je vais faire, par exemple, dans le cas d'un voussoir précontrainte, il est construit par ce qu'on appelle des voussoirs sur pile ou bien sur culée, VSP ou bien VSC. Donc, et ici, c'est la jonction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le premier voussoir et on va attacher le premier voussoir au deuxième voussoir par une précontrainte. J'ai une photo par la suite qui montre cette jonction en précontrainte. Donc, cette jonction, donc ici, je vais associer un autre VSP ou bien un autre VSC, pardon, un voussoir. Donc, ce voussoir, il est en porte-à-faux par rapport au pile. On dit que c'est un encorbellement. L'encorbellement, c'est le porte-à-faux ou bien la console. En encorbellement. Exactement. Donc, le coulage ici. Donc, on va attendre le coulage, la prise de ce béton pour avoir. Donc, ça, c'est très bon. Bien, généralement, on agit sur la qualité du béton et la qualité de la prise de béton. Généralement, il ne dépasse pas 2 jours, 1 jour et demi. On l'appelle le cycle de bétonnage. Le cycle de bétonnage, on va atteindre seulement 2 jours les 20 mégapascales ou le 25 mégapascales. C'est des bétons de grande résistance. C'est un béton BHP, de haute performance, BHP, béton haute performance. Généralement, les voussoirs, c'est à partir de C45, 45 mégapascales. Donc 45 mégapascales, on aura besoin de 20 ou les 25 mégapascales. La courbe, c'est à 2 jours ou bien à 1 journée et demie, on va atteindre les 20 mégapascales. Pardon? Comment?
Là, maintenant, l'échafaudage. On va faire ce qu'on appelle l'équipement mobile. Alors, l'équipement mobile, on va l'avoir dans une photo. Donc, on va équiper ce voussoir à travers un équipement mobile. Avec l'équipement mobile, il va construire. Donc, ici, la deuxième phase, c'est ça. Donc, la liaison, c'est une pré-contrainte. Pré-contrainte, bon, je vais poser une question pour. Par la suite, je vais continuer jusqu'à ce point de raccordement, ce qu'on appelle le point de clavage. Le point de clavage, c'est la liaison entre ce qu'on appelle un fléau. Ça, c'est un fléau. Et ça, c'est un fléau. Le clavage, c'est la jonction entre deux fléaux. Dans l'encorbellement successif ou bien les voussoirs, on ne l'appelle pas les travées, généralement, parce que le mode, c'est en fléau. Je vais terminer ce fléau et terminer le clavage. OK? Alors, cette partie, Monsieur, c'est l'équipement mobile. Oui, ce oui, oui. voussoir, c'est un mot qu'on utilise reflépant. Comment? Voussoir, c'est un mot on utilise reflépant. Non, 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 voussoir, on l'utilise. Voussoir, c'est à peu près, c'est un caisson. Lorsque vous utilisez le mot caisson, on peut faire voussoir. D'accord. Exact. Donc ça, c'est l'équipement mobile. Alors vous voyez ici, ici on a généralement les voussoirs. Ils ne dépassent pas les 2 mètres, 3 mètres, pour des raisons justement de porte-à-faux, parce que le moment, si je vous pose la question, donc je vais... Exactement. Pourquoi, à votre avis? Oui, c'est par rapport à l'affection, mais pourquoi? La question, pourquoi on ne va pas faire de grandes longueurs pour les voussoirs préfabriqués? On ne va pas dépasser. Pourquoi? À votre avis? Non, bon, généralement, ce n'est pas le matériel, mais si je fais un porte-à-faux ici, alors ce porte-à-faux, il est soumis à quoi? Il est soumis à son poids propre, PP. Il est soumis au poids, aux charges de l'équipement mobile, P équipement mobile. Alors, si je vous pose la question ici, c'est l'encastrement. Alors, l'encastrement, j'ai une console, comme ça. Une console. Alors, cette console, le diagramme de moment, c'est quoi? Ça, c'est P. Hein? Pourquoi? Il ne faut pas apprendre, il faut... Pourquoi? Exactement, donc ici, c'est quoi? Ici, c'est L. Ici, c'est PL. C'est ça? Donc Monsieur, c'est moins PL carré sur 2. Exactement, moins PL ou moins PL. Pourquoi? Parce que le moment fléchissant, l'effort tranchant ici, c'est PL. Donc, à ce moment ici, donc, je vais multiplier le PL fois quoi? Pardon, j'ai fait une faute. Ici, c'est PL. Ici. Donc, le moment ici, c'est quoi? Le bras de levier, c'est ici. Donc, ici, c'est L sur 2. PL carré sur 2. Donc, le moment, c'est PL, P fois L, la réaction, fois L sur 2. Donc, c'est PL. Mais c'est avec un signe moins. La même chose, PL carré. Donc, on a une traction dans la partie supérieure. Donc, le PL carré, en comparé avec quoi? Avec le PL carré sur 8, sur poutre isostatique. Donc, c'est un rapport de combien? C'est un rapport de 4. Donc, le moment en console, il est égal à 4 fois le moment de la flexion. 4 fois. Donc, et les caissons, ils sont utilisés pour des grandes profils en travers, c'est-à-dire la largeur. Donc, on a un P qui est conséquent. Et on a le PL carré sur 2. Donc, on évite, on essaie de raccourcir la longueur pour ne pas avoir, parce que c'est un effet de L carré. L carré, si on a, c'est un effet quadratique. L'effet quadratique avec l'effet de 2, 4 fois le moment isostatique.
Donc, on a intérêt à raccourcir la longueur. Alors, la précontrainte, où on va la mettre, parce que ici, ce n'est pas les armatures, on va mettre la précontrainte. Où on va mettre la précontrainte? C'est en haut, oui, merci. Et c'est en haut, on va faire quoi? On va faire des attentes. Les attentes pour attacher la précontrainte. Ce qu'on va voir ici, comment? C'est ça. Donc ça, c'est le VSP. Donc on va laisser les câbles précontraintes pour faire les liaisons avec les... Ça, c'est les câbles. Ça, c'est les câbles. Ça, on l'appelle les câbles de fléau. Ça, c'est les câbles de fléau. Les câbles de fléau, ils servent à assembler tous les voussoirs. Bien sûr, il y a un calcul par phase, c'est-à-dire au coulage de la première voussoir, deuxième couloir. Donc ça, c'est le câble. Ça, le schéma général d'un plan de câblage. C'est la liaison entre les attentes. Ça, c'est... on n'a pas une liaison armature-armature. À partir de ça, on a un câble. Vous voyez ici les arrêts de barre. Donc, cette barre, elle va partir de ce coin jusqu'à ce coin. Donc, c'est comme une poutre, c'est les arrêts de barre. C'est comme une poutre. Je vais faire... comment vous faites dans les poutres? Une poutre en bâtiment. Comment vous faites? C'est pas les attentes. Non, non. Une poutre ici. Et j'ai besoin ici, à S, j'ai besoin de 4 T12. D'accord? Donc les 4 T12, AS ici pour vaincre PL carré sur 8. D'accord? Sur 8. Ici, j'ai besoin seulement de 2 T12. 2 T12. OK? Parce que le moment n'est plus. Parce que ce moment, c'est PL carré sur 8. Et ici, ce n'est pas PL carré sur 8, c'est moins que PL carré sur 8. Je vais faire mes calculs. Ici, c'est AS. C'est 4 T12 et ici, c'est 2 T12. Vous avez vu dans votre cours de béton armé ce qu'on appelle les purs d'arrêt des barres. C'est les arrêts des barres. C'est quoi? Un arrêt des barres, c'est ici, j'ai comme ça. Je vais faire comme ça. Et dans cette partie, ça, c'est la partie AA. Et ça, c'est BB. Ça, c'est AA. BB, j'ai besoin seulement de 2 barres. Alors, comment on va faire ça? Si je fais faire une vue en plan, ça, c'est B, et ça, c'est B. Une vue en plan. Donc, les armatures, les 4 T12, donc les 4 T12, je vais faire 1, 2, 3, 4. Ici, c'est les... OK? Mais seulement, mes 4 barres, j'ai besoin seulement de 4 barres dans cette partie. Je n'ai pas besoin dans cette partie. Donc, je vais faire quoi? Je vais arrêter comme ça, arrêter comme ça, arrêter comme ça, arrêter comme ça. Et dans cette section, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4. Et dans cette section, j'ai seulement 1 et 2. Je vais arrêter les barres. C'est la même chose que la précontrainte. C'est la même chose. Donc, je vais arrêter pour optimiser, bien sûr. Le cas échéant, c'est quoi? C'est laisser les armatures travailler de bout en bout. Mais je n'ai pas besoin de ces armatures parce que le moment, il va diminuer jusqu'à 0. Ici, je n'ai pas besoin des deux. J'ai besoin seulement du béton parce que c'est la même chose que... Le moment maximum, c'est au milieu, c'est 4 barres. Donc, il faut arrêter les barres en fonction du moment. C'est la règle. C'est pur. Dans le béton armé, vous avez fait le diagramme du moment, le décalage de 0,8 H.
Vous n'avez pas fait ça? 0,8 H. On va faire le pont à poutre, on va faire l'épure d'arrêt des barres. Une épure d'arrêt des barres comme ça, dans un pont à poutre. Comment? Il y a ce qu'on appelle les sections minimum. Une AS minimum, c'est ce qu'on appelle les conditions de fragilité. Conditions de fragilité, pour ne pas avoir un béton fragile, on met ce qu'on appelle AS min, c'est béton fragilité, c'est quoi? C'est 0,19 FTJ sur FE, je pense. C'est ce qu'on appelle minimum de fragilité. Donc toujours, vous aurez de l'armature, même si le moment est égal à 0, parce qu'on va disposer un minimum d'armature. Donc on va déposer le minimum ici, et on va compléter. On va voir ça dans un cas pratique. Oui. Non, on va uniformiser, bien sûr. Alors, le choix des armatures, il dépend de l'allure le choix des armatures, il dépend de la section calculée. Par exemple, j'ai AS, elle est égale à 12 cm², 12 cm², d'accord? Alors, j'ai le choix, 12 cm² à peu près de 0,1, donc c'est 6 HA12, HA16. HA16, c'est 2 cm², 2,01, 2 cm². Alors, je peux avoir 12 cm² ou bien 6 HA12 ou bien un T12. Un T12, c'est 1,13. Un T12, c'est 1,13, 12, c'est 1. Donc, à peu près, c'est 11 HA12. La même section, je peux soit choisir 6 HA12 ou bien 11 HA12. Alors, je vous pose la question, si j'ai dans cette section AS, elle est égale à combien? Elle est égale à 4 cm². Alors, 4 cm² ou bien 12 HA12, HA16, ou bien 4 sur 1, donc 4 HA12. Alors, si j'opte pour HA16, donc je vais arrêter 4 barres pour arriver les deux. Et si j'opte pour HA12, je vais arrêter 5 barres pour arriver à 4 HA12. Ça dépend de votre choix. Ça dépend de votre... C'est un choix. Vous calculez ça. Et l'ingénieur doit, bien sûr, il y a dans une poutre en bâtiment, on ne va pas faire HA16. On ne va pas faire HA20. Parce que c'est inhabituel, on ne va pas dépasser les 12, les 14. Question de façonnage, question de poids, question de beaucoup de choses. Dans les ponts, on va utiliser les HA16, on va utiliser les HA20, on va même les HA25 et HA32. Dans les ponts, dans les barrages, on va utiliser même les HA40. Ça dépend de la sollicitation, ça dépend de AS, ça dépend. C'est un choix à faire. Ok, donc c'est la même chose que l'épure d'arrêt des barres, vous voyez ici. Donc pour un moment maximum, c'est ça. Pourquoi cette armature ici? Donc que j'ai le porte-à-faux, très grand porte-à-faux, le L très grand ici, donc le PL carré sur 2 très grand. Donc j'ai besoin de cette précontrainte, cette précontrainte, cette précontrainte, cette précontrainte. Donc ça c'est pour le pédomentionnement. Donc la classification selon la fonction, donc on a vu 3 fonctions, donc 3 classifications selon le matériau, selon le mode de fonctionnement, selon le mode de construction, et la dernière chose qu'on va voir, c'est selon la fonction. Donc un pont, il peut servir soit un pont route, il va supporter une route, soit un pont rail, il va supporter un rail ou bien une voie ferroviaire, soit un pont canal, comme on a vu dans une photo. Un aqueduc, c'est une conduite d'eau. Passerelle, c'est pour les piétons. Écoduc, c'est la même chose qu'aqueduc, sauf que ça, c'est un seul pertuis. C'est ça, donc la classification selon la fonction. Ok. Donc je vais... ça, c'est la partie 1, c'est la partie 2.
Alors jusqu'à maintenant, on a vu un petit peu les généralités des ponts, c'est quoi un pont, c'est quoi les choix pour classer un pont. Donc maintenant, on va aborder la partie projet d'un ouvrage d'art. Comment aborder un projet d'ouvrage d'art? Alors généralement, un ouvrage d'art ou bien un projet d'ouvrage d'art, il se traite en trois phases. La première phase, on l'appelle un avant-projet sommaire. Deuxième phase, c'est un avant-projet détaillé. Troisième phase, c'est le projet d'exécution. Alors, il y a des maîtres d'ouvrage qui font une phase qui est avant l'avant-projet sommaire, ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. C'est-à-dire quoi l'étude de faisabilité? C'est-à-dire, il va inviter le bureau d'études à faire une étude pour voir est-ce que c'est opportun d'investir dans un tel projet, avant de démarrer l'avant-projet sommaire. Donc, bien sûr, dans un projet, il n'y a pas seulement l'ingénieur structure ou bien l'ingénieur béton armé, ou bien il y a plusieurs disciplines. Vous voyez, si on traverse une rivière ou bien un cours d'eau, on a besoin d'un hydrologue pour déterminer le débit, déterminer ce qu'on appelle les calculs hydrauliques, déterminer le PHE, calculer les affouillements, calculer les enrochements. Pour choisir un emplacement, on aura besoin d'un géologue confirmé pour confirmer est-ce qu'il y a, par exemple, un problème de faille, est-ce que le site est approprié pour ne pas avoir des instabilités géologiques. On aura besoin d'un géotechnicien pour justement définir le mode de fonctionnement ou bien le mode de fondation, pardon, le mode de fondation. Donc, on aura besoin de plusieurs disciplines pour un ouvrage d'art. C'est pas ce architecte généralement dans le milieu urbain. Notamment, vous voyez, récemment, on a utilisé plusieurs trémies. Vous voyez ici les trémies. Donc, il y a ce qu'on appelle l'embellissement architectural ou bien paysagiste. Le paysagiste, c'est pas l'ingénieur à faire l'embellissement. L'esthétique, c'est un paysagiste. Ou bien c'est un architecte. Donc, on aura besoin de plusieurs disciplines pour faire un projet ouvrage d'art. Donc, la première phase, il s'appelle quoi? Il s'appelle l'avant-projet sommaire. L'avant-projet sommaire, il sert à quoi? Il sert à deux choses principales. La première chose, c'est reconnaître le site, c'est-à-dire, je veux faire un ouvrage d'art dans un coin ou bien dans un endroit. Il faut le reconnaître de près. C'est quoi reconnaître de près? C'est-à-dire recensement de toutes les contraintes possibles. Si je vais faire une trémie à l'avenue Rindy, je dois recenser toutes les contraintes de tram, d'électricité, d'eau potable, d'assainissement. Donc ça, c'est recensement de toutes les contraintes et reconnaître l'endroit où on veut projeter l'ouvrage d'art. Ça, c'est la première chose dans un APS. C'est le recensement des contraintes, recensement de toutes les données du projet, puis proposition des solutions envisageables. C'est-à-dire, dans un APS, on doit proposer plusieurs variantes. Ce n'est pas une seule variante. Et on va faire l'estimation de chaque variante, l'estimation sommaire, bien sûr. L'estimation de chaque variante pour orienter un petit peu le client, le maître d'ouvrage, pour choisir sa variante. Et par la suite, on va choisir la variante dans un APD détaillé. Donc, résumé, c'est quoi? C'est reconnaître le site et recenser toutes les contraintes et proposition des solutions possibles, bien sûr. Alors pour reconnaître, cette phase sert également à fixer les caractéristiques fonctionnelles. On va voir c'est quoi les caractéristiques fonctionnelles. C'est en termes de profil en long, tracé en plan, profil en travers et gabarit. Donc ça, on va le voir par la suite. Les conditions d'exploitation, c'est quoi? Une passerelle, c'est pas la même chose qu'un pont-route. Une passerelle, c'est pour les piétons. Un pont-route, c'est pour les véhicules. Bien sûr, les ponts-routes, il y a des voies classées et des voies non classées. Il y a des voies où on a restriction des convois militaires, par exemple, et on a des voies qui sont classées qui autorisent la circulation des convois. Donc, on peut classer les conditions d'exploitation pour les convois routiers ou bien ferroviaires. Ferroviaire, il y a par exemple une plateforme LGV, ce n'est pas une plateforme ferroviaire classique. Donc, ça dépend des conditions d'exploitation. Et bien sûr, l'équipement qui va avec, l'équipement routier ou bien ferroviaire.
Les données liées au site, on a dit, donc il faut s'associer à un hydrologue, un hydraulicien, un géologue, un géotechnicien pour déterminer ça. Et les contraintes particulières, respecter l'emprise bruit. Par exemple, si je vais faire une ligne ferroviaire, je vais m'éloigner un petit peu de tout ce qui est habitat, donc je dois un petit peu maîtriser l'emprise de mon projet. Et l'emprise, c'est des contraintes. Par exemple, la circulation d'un train, il va engendrer du bruit, donc il faut avoir l'emprise minimale et bien sûr les dispositions pour minimiser ce bruit. Les objectifs architecturaux, on l'utilise généralement dans des projets urbains, dans la ville. C'est pas en race campagne. Et bien sûr, il faut proposer à l'issue de cette phase le maître d'œuvre. Ça, c'est le maître d'œuvre ou bien la maîtrise d'œuvre. La maîtrise. Hein? Non, c'est pas le propriétaire. Alors, le propriétaire, c'est le maître d'ouvrage. C'est le maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre, c'est celui qui va aider le maître d'ouvrage à choisir quelque chose. Donc, moi, je vais faire un bâtiment. Je vais construire un bâtiment. Mais je ne sais pas faire un bâtiment. Je vais m'associer à un architecte, à un groupement architecte bureau d'études. L'architecte bureau d'études, c'est ma maîtrise d'œuvre. Je suis le client, c'est ma maîtrise d'œuvre. J'ai délégué mon pouvoir à la maîtrise d'œuvre pour réaliser mon projet. Donc le maître d'ouvrage, c'est le client qui va financer, et le maître d'œuvre qui va réaliser les souhaits du maître d'ouvrage. Généralement, les maîtrises d'œuvre, on l'utilise dans un grand projet. Le BUT, ou bien le BUT, par exemple, pour des maîtres d'ouvrage qui savent ce qu'ils font, par exemple, le ministère de l'équipement ou bien ADM, la maîtrise d'œuvre, c'est lui le maître d'œuvre. C'est lui le maître d'ouvrage et c'est lui le maître d'œuvre. Donc, parce qu'il sait son métier et il va déléguer la partie études à un bureau d'études. Dans ce cas, le bureau d'études, ce n'est pas une maîtrise d'œuvre, c'est un bureau d'études. Ça dépend de la fonction. Les types d'ouvrages envisagés, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, le BUT ou bien la maîtrise d'œuvre doit fournir plusieurs variantes dans un APS et bien sûr estimer le coût de chaque variante. Ça, c'est pour l'APS. L'avant-projet, c'est quoi? Il consiste au choix des variantes. Donc, on a proposé 4 solutions. On doit choisir une seule et on détaille cette solution. Bien sûr, techniquement et financièrement. Ça, c'est un avant-projet détaillé. Alors, cet avant-projet détaillé, la principale fonction ou bien le rôle principal de cette phase, c'est il va donner fruit, ce qu'on appelle le DCE, c'est le dossier de consultation des entreprises. C'est quoi? Moi, je veux construire un bâtiment. J'ai fait mon APS, j'ai proposé, je vais faire cette dalle en poutre ou bien en dalle pleine. Donc ça, c'est l'APS. Durant mon APD, j'ai dit que pour ne pas avoir une grande retombée, je vais limiter le gabarit, la hauteur sous plafond. Donc je vais faire c'est pas une dalle, mais des poutres. Donc j'ai éliminé quoi? J'ai éliminé la variante en dalle. Donc j'ai choisi la poutre comme plancher. D'accord? Lorsque j'ai choisi, je dois faire un bordereau d'estimation. Un bordereau, c'est quoi? C'est un bordereau de prix, c'est des prix. Cette poutre, on aura besoin de tant de mètres cubes de béton, de tant de kilogrammes d'armature, de tant de main-d'œuvre. Donc, je vais faire un bordereau, ce qu'on appelle un bordereau de prix. Ce bordereau de prix, je vais le déposer si je suis une maîtrise d'ouvrage publique, c'est-à-dire l'ONCF ou bien ADM ou bien le ministère d'équipement, je vais déposer ce DCE dans le portail des marchés publics. Et je vais inviter toutes les entreprises à participer à cet appel d'offres. L'appel d'offres, c'est une invitation à participer à l'appel d'offres. Donc, c'est une offre que les entreprises doivent y participer pour éventuelle adjudication. Donc, si j'ai déposé l'appel d'offres, cette phase de dépôt de l'appel d'offres, on l'appelle dossier de consultation des entreprises. Dossier de consultation des entreprises. Donc, l'APD, il va donner ce dossier de consultation d'entreprise. Il va consister en 2 parties. La partie bordereau. Bordereau, c'est les prix.
et la partie CPS. La partie CPS, c'est les cahiers de prescriptions spéciales ou ce qu'on appelle dans notre jargon d'infrastructure le CCTP. Le CCTP, c'est le cahier des clauses techniques particulières et le CCAP, c'est le cahier des clauses administratives particulières. Donc, la partie administrative et la partie financière, il va constituer ce qu'on appelle le DCE, de consultation des entreprises. À la base de consultation des entreprises. Alors, lorsque j'ai arrêté mon APD, j'ai choisi ma variante, j'ai lancé ça dans un appel d'offres, donc l'entreprise, elle est désignée, la moins disante ou bien la mieux disante, ça dépend des critères. Généralement, c'est un mélange des deux, c'est un mélange, c'est le mieux disant, c'est-à-dire qui a offert une solution techniquement et financièrement très intéressante. Donc, lorsque l'entreprise est désignée, on va adopter ce qu'on appelle la phase d'exécution. Donc, à cet instant, je vais dire au bureau d'études, démarre tes études d'exécution, c'est-à-dire sors-moi les plans d'exécution pour que l'entreprise exécute mon bâtiment. C'est le projet d'exécution. Le projet d'exécution, c'est le détail technique, bien sûr le détail très profond, ce n'est pas un détail d'un APD, c'est un détail très profond. Donc le projet d'exécution a pour but la mise au point des notes de calcul des ouvrages définitifs provisoires, ainsi que des plans d'exécution. Le COFAD, c'est un plan qu'on doit le remettre à un bureau de contrôle pour avoir le BPE, c'est un bon pour exécution. Ça, c'est le projet d'exécution. Bien sûr, il y a la partie provisoire et la partie définitive. La partie provisoire, c'est le document méthode. Généralement, on l'utilise pour, on l'a vu tout à l'heure, dans une palette provisoire, on aura besoin d'un COP. Un COP, c'est un chargé des opérations provisoires. Alors, généralement, c'est quoi? Donc, si on veut résumer, un projet ouvrage d'art, il y a 3 phases. On peut avoir une étude préalable d'étude de faisabilité. Ça dépend du maître d'ouvrage. Donc, l'avant-projet, on doit définir les contraintes, on doit proposer les variantes, les contraintes, bien sûr, toutes les contraintes, les variantes et les estimations, toutes les variantes. Dans un avant-projet, on va choisir la solution et justifier la solution pour sortir le bordereau, le prix. Ensuite, je vais sortir le DCE. Le DCE, c'est le dossier de consultation de l'entreprise. Le bureau d'études, il va démarrer ce qu'on appelle le projet d'exécution, PE. C'est l'ajustement des calculs. Il va raffiner ses calculs et il va sortir ce qu'on appelle les plans de détail ou bien le plan d'exécution. Alors, c'est quoi les données qu'il doit, dans un APS, c'est quoi les données qu'il doit rassembler, ou bien rassembler le BET ou bien le maître d'œuvre? C'est des données fonctionnelles, les données naturelles et les données climatiques. C'est quoi les données? Les données fonctionnelles, alors, je vais expliquer ça dans un plan. Alors, ça, ce qu'on appelle le tracé en plan. Le tracé en plan, c'est une vue en haut. Donc, ça, c'est mon projet. Donc, je vais le voir de haut, au-dessus, et je vais faire un tracé en plan. Si je le vois dans une élévation, c'est un profil en long. Profil en long, c'est une élévation. Tracé en plan, c'est une vue en plan. Le tracé en plan, il sert à quoi? Il sert à implanter les appuis. C'est-à-dire, ça, c'est une rivière ou bien c'est un cours d'eau. Je dois implanter mes appuis, mes piles, mes culées. Donc, le tracé en plan, il sert à faire montrer les emplacements des appuis et bien sûr l'emprise de notre projet, la largeur de mon ouvrage. Le profil en long, il sert à quoi? Il sert à définir la ligne rouge, la ligne de l'ouvrage d'art et bien sûr définir le gabarit. Ici, c'est le gabarit. Donc, dans un profil en long, je dois voir c'est quoi le gabarit et c'est quoi la ligne rouge. Ça, c'est le profil en long et le tracé en plan. Oui, mais un conseil, on est tous des projeteurs. Donc, on doit maîtriser le travail que le technicien, le projeteur fait à travers la maîtrise de l'AutoCAD ou bien les logiciels qui vont donner le profil en long, tracé en plan. On parle de Civil 3D ou bien Covadis ou bien Monsura ou bien ça, chaque ingénieur doit maîtriser ça. Il y a plusieurs logiciels. Il y a Monsura, il y a Covadis, il y a Monsura, oui, Monsura. Il y a Covadis, il y a Civil 3D, il y a plusieurs.
Il y a piste, oui, piste pour les traces. Comment? Ça dépend, ça dépend. Hein. Bon, les principes fondamentaux, c'est la même chose. Fondamentaux, pardon, c'est la même chose. Chez Autopiste, Covadis, Monsura, c'est la même logique. On doit maîtriser les bases. Les bases, c'est quoi? C'est ça. C'est déterminer le profil en long, normalement, c'est les données fonctionnelles que doit l'ingénieur proposer au technicien. Donc ça, le logiciel, il va nous aider, tout simplement nous aider à faire. Mais moi, j'ai travaillé à l'époque, en 2008, à piste. Et la reconversion à Monsura, elle a été rapide parce que j'ai maîtrisé piste. Déjà, il faut maîtriser seulement un logiciel et la reconversion, c'est très rapide, très rapide. Mais avant un logiciel, il faut maîtriser les bases. Tout ce qui est par rapport au tracé, là, vous avez fait ça dans votre cours de tracé. Tout ce qui est rayon de courbie minimum, déclivité, le raccordement en clotoïde, le raccordement en alignement simple, en alignement. Donc ça, il faut le maîtriser. Et ça, il y a plusieurs réglementations. Il y a l'ICTAL, il y a l'ICTAVRU. Il faut maîtriser ça. Puis ensuite, passer à un logiciel. Le logiciel, il fait ce qu'on lui dit. Chaque logiciel. Chaque logiciel. J'ai vu les trois, ou bien les trois que j'ai cités, hein, les plus utilisés. Bon, il y a la contre. Bon, pour les étudiants, Monsura n'est pas tout à fait craquable. Il n'y a pas le crack de Monsura. Généralement, ils utilisent Covadis et Civil 3D. Civil 3D, c'est Autodesk. Autodesk et Covadis, on peut le craquer. Mais dans un bureau d'études, il achète les logiciels, donc ça dépend. Bon, par exemple, moi, dans l'aménagement urbain, il travaille en Monsura. Dans ce qui est tracé, il travaille dans un logiciel que vous ne connaissez pas. MXRoad. MXRoad, c'est un logiciel. Dans un autre logiciel pour les tracés ferroviaires, il travaille avec BRT, Bentley Rail Track. C'est la compagnie Bentley. Bentley, il a acheté récemment Plaxis, il a Edenbridge, il a plusieurs. C'est plus que Autodesk. Ça dépend. Et si vous faites la pratique, vous voyez, un logiciel, il a ses avantages, ses inconvénients, ça dépend du choix. Alors, pour le profil en long, le tracé en plan, donc, comme j'ai dit, il faut déterminer, bien sûr, le profil en long. Il y a le gabarit, la question de gabarit, et le tracé en plan, l'emplacement des appuis. Et l'emprise, bien sûr, l'emprise, c'est quoi l'emprise de l'ouvrage d'art? Il est déterminé en fonction de ça, c'est l'emprise de l'ouvrage d'art. Et ça, c'est la ligne rouge. Alors, un autre paramètre, c'est quoi? C'est le profil en travers d'une route 2 fois 2 voies. Par exemple, ici, c'est une autoroute et je veux la rétablir. Je veux faire un ouvrage d'art qui va rétablir cette autoroute. Donc, je dois avoir un pont qui fait, au moins, il va traverser cette largeur. Alors, il faut maîtriser les largeurs d'une autoroute, il faut maîtriser les largeurs d'une route classée, d'une route non classée, d'un sentier, d'une piste, plusieurs paramètres. Ici, c'est un profil type d'une autoroute à 2 voies. Il y a la chaussée, ce qu'on appelle la chaussée. Il y a la BDD. C'est quoi la BDD? Bande dérasée droit. Ça, c'est pas le BDD, c'est BDG. BDG, c'est bande dérasée gauche. BAU, c'est bande d'arrêt d'urgence. Il est réservé pour les ambulances, pour tout ce qui est. Donc, ça, c'est pour réserver ça. La berme, il forme ce qu'on appelle l'accotement. On l'appelle en jargon arabe kotma. Donc, ça c'est le BDG, pardon, c'est ça. BDG, BDD, et ici BDG, BDD. Et le dévers, il y a le dévers, c'est la pente transversale.
La largeur roulable, c'est la largeur roulable ici, la largeur roulable. Ça, c'est le jargon autoroutier ou bien routier. Je pense que vous avez vu dans votre cours route. Alors, pour l'obstacle, il faut, comme j'ai dit, il faut définir ce qu'on appelle le gabarit. Le gabarit, on l'a dit. Il y a le gabarit vertical et horizontal. Alors, ça, c'est un gabarit horizontal et ça, c'est un gabarit vertical. Alors, attention, attention, il y a des particularités pour le gabarit. Alors, bon, le gabarit routier, ce n'est pas le gabarit ferroviaire. Le gabarit routier, ça dépend de l'autoroute. Si on a une autoroute, c'est 4,75, minimum 4,75. Si on a un gabarit réduit, c'est comme gabarit routier. Gabarit vertical. Alors, le gabarit latéral, c'est l'emprise de l'autoroute. Ça, c'est l'emprise de l'autoroute. Ici, c'est l'autoroute. Mais le gabarit le plus intéressant, le gabarit vertical. Ça, c'est donné dans les règlements. 4,75 pour les autoroutes, 3,65 pour ce qu'on appelle les PSGN, c'est les passages supérieurs à gabarit réduit. 3,65. Les gabarits ferroviaires, c'est 4,80. C'est plus que 4,75. Alors, pour votre information, dans la LGV, on a utilisé un gabarit de 6,05. 6 mètres de gabarit. Pour la LGV, parce qu'il y a l'effet de vitesse, il y a l'effet de... Alors, attention, le gabarit, c'est le point le plus bas. Par exemple, ici, on a un pont qui a une pente. Il faut avoir le gabarit dans la partie la plus basse. Si je vais faire le gabarit ici, donc attention au choc ici. Ici, j'ai une inclinaison. Je vais sortir de mon pont et j'ai un raccordement courbe. Donc, ça, c'est le gabarit. Donc, je dois avoir le gabarit pour ne pas avoir un choc ici. Donc, attention à ces points particuliers. Attention à un autre point particulier, c'est quoi? C'est le rechargement. C'est quoi le rechargement généralement? Parce que la chaussée, il s'abîme rapidement. On doit la recharger. On doit enlever ce qu'on appelle l'enrobé bitumineux, les 6 cm ou bien les 5 cm, et la recharger. La recharge, généralement, on va rehausser cette ligne rouge centimétrique. Donc, lorsque je vous dis 4,75, donc il faut ajouter un supplément de 20 cm ou bien pour éventuellement recharger, pour avoir ce recharge. Alors récemment dans l'autoroute urbaine, parce qu'on a eu ce problème de gabarit, on a rehaussé les ouvrages d'art. Tous les ouvrages d'art de l'autoroute urbaine, ils sont rehaussés. Donc d'habitude, je vous conseille lors de votre prochain... Le gabarit, il faut pas minimiser le gabarit. Si j'ai une contrainte de 4,75, je mets 5. Si j'ai cette aisance, je mets cette 5. Exact, 5 mètres, parce que 25 cm, je vais l'ajouter dans les appuis et c'est peu par rapport à un coût d'un ouvrage d'art. Si par malheur j'ai une contrainte spécifique, je vais mettre le minimum. Si, généralement, on reste campagne et on n'a pas cette contrainte. Pour ne pas tomber dans un rehaussement ou bien dans un vérinage d'un ouvrage, parce que tous les ponts de l'autoroute urbaine, ils étaient vérinés. OK, ça c'est dans le cas, donc, voire à respecter. Donc, si on a, ici au Maroc, je n'ai pas vu un canal navigable, c'est-à-dire un bateau. Donc, si on a un canal navigable, il faut avoir le gabarit des bateaux. Donc, je n'ai pas vu ça au Maroc. Mais sinon, il faut avoir le calage par rapport au PHE, c'est les plus hautes eaux. Les plus hauts. Boulevard Nador. Ah. D'accord. Ah. OK. D'altitude. وما داروش ديسبوزيتيف دو روتوني كارد كور ولا شي حاجه كاينين في لو جوان تروطوار داكور
Non, j'ai pas vu ça. J'habite pas à Casa, j'habite Rabat. Si le fleuve est navigable, donc le gabarit à respecter. Sinon, il faut respecter le PHE. Le PHE, c'est les plus hautes eaux, donc il est déterminé en fonction du débit et de la largeur du fleuve. Les données naturelles, il faut avoir de la topographie du terrain naturel, de la géologie, la géotechnique du site de construction et les données hydrauliques. Bon, je vais passer ça. Donc, c'est quoi un levé topographique? Il est donné par des cartes ou bien un levé. Les cartes, soit ça, c'est une carte 50 millième ou bien 100 millième. Donc, ils sont disponibles, ces cartes. Généralement, on fait un levé au sol de l'ordre de 1 sur 200, 1 sur 250 ou bien 1 sur 500. Ce n'est pas les 50 000. Pour générer ce qu'on appelle le profil de TN. Ça, c'est le profil de terrain naturel. Le profil, ça, c'est une rivière. Il faut générer ce profil. Et la génération, ça, c'est à travers le logiciel. Le logiciel, il va faire tout ce qui est triangularisation, les courbes de niveau. Les courbes de niveau, il va générer les triangularisations. Il va générer par rapport à un profil d'eau. On va voir ça. Et ça, c'est le fil d'eau. Fil d'eau. Donc la géologie, la géotechnique du site, il faut maîtriser la géologie, c'est pas nous, c'est un géologue confirmé. Et bien sûr la géotechnique, il y a les essais de laboratoire et les essais in situ, et les essais de laboratoire. Tout ce qui est granulo, c'est quoi la granulo, c'est quoi l'essai de ces aliments, il sert à quoi? Il sert à donner ce qu'on appelle l'angle de frottement, la cohésion. L'essai d'odométrique, il sert à quoi? Il sert à donner ce qu'on appelle la contrainte de préconsolidation et ce qu'on appelle l'indice de vide initial E0 et ce qu'on appelle CC et CS, c'est le coefficient de compression et le coefficient de compressibilité, exactement pour avoir ce qu'on appelle l'estimation d'étassement. Alors la granulo, c'est à travers des tamis, donc ici c'est la boîte de Casagrande ou bien la boîte de cisaillement. Le boîte de cisaillement, donc on va tracer ce qu'on appelle le cercle de Moore. Le cercle de Moore, ça c'est la ligne de Coulomb. La ligne de Coulomb, ça c'est pour un sol frottant. Le sol frottant, c'est taux. La contrainte tangentielle par rapport à la contrainte normale. Donc ça c'est déterminé. Ça c'est l'essai odométrique. Ça c'est le domaine préconsolidé, surconsolidé, sous-consolidé. Donc ça c'est sigma prime P0. Sigma prime P0, à travers ça on a un tassement. La pente c'est C1 ou bien CC de compression. Et le CG, c'est le cyclage et le recyclage. Donc, ça, il va donner le E0 pour déterminer ce qu'on appelle les paramètres de tassement. Alors, les carottages, les essais in situ, il y a plusieurs essais. Il y a les essais carottage par puits, les essais pressiométriques, les essais pénétrométriques. Bon, on a terminé, je pense. Donc, les essais pénétrométriques, les essais statiques et dynamiques, donc on appelle pénétromètre statique et dynamique, c'est SPT ou bien CPT. Bon, SPT, c'est standard. Comment? Je compte. Non. C'est pour le sol. Le pénétromètre statique, c'est le CPT. C'est le compte pénétromètre test. Au SPT, c'est le standard pénétromètre test. En fait, c'est une... Non, c'est un essai conique avec une cône. Il va traverser le sol verticalement et d'une façon continue. Il va donner ce qu'on appelle contrainte FS et QC. FS, c'est le cisaillement ou bien le frottement latéral et QC, c'est la pointe. Et le SPT, c'est le dynamique. SPT, on va mesurer le nombre de coups pour rupture d'un sol. Donc, on va mesurer le nombre de coups. À travers le nombre de coups, on peut avoir la capacité pourtant d'une semaine. Alors, par excellence, on travaille par les essais pressiométriques. L'essai pressiométrique, ce n'est pas continu. Il sert à quoi? Bon, j'ai fait ça à travers une sonde. La sonde, elle est remplie d'eau. Donc, on va injecter de l'eau, on va mesurer de l'eau et on va faire des pressions à travers un vérin ici. Le vérin, il va appliquer des pressions dans le forage. Le forage, il va générer des pressions. Les pressions, ils vont générer un gonflement de la sonde. La sonde, il va pousser le sol. On va mesurer le delta V. On va
calculer la courbe de delta V sur EM, donc on va calculer le PL, le EM et le PF, la pression de fluage. Alors, comment? J'ai envoyé le cours. Alors, pourquoi tout ça? Pour tracer ce qu'on appelle la lithologie d'un sol. Donc, chaque appui, on doit pouvoir identifier les couches traversées. Alors ici, c'est des ponts avec des pieux, des fondations profondes. Donc, le pieu, il traverse ici cette couche en magenta, ici en gris, ici en noir. Donc, chaque couche, elle est identifiée à travers les essais qu'on a réalisés totalement. Donc, c'est bon? OK. Donc, on n'a pas terminé. Donc, la semaine prochaine, je vais accélérer pour terminer la partie conception. OK? C'est seulement 1 heure pour démarrer les lignes d'influence. Parce qu'on a eu un retard la séance dernière. Donc, essayez de lire ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par mail. Et on va voir. Et merci à vous. Monsieur. À l'appel, OK. Arrêtez, OK, fille. Ah non. Ah, 3 points. OK.